Salam alaikum. Salam alaikum. Waalaikum salam, monsieur. Waalaikum salam. Bon, on va continuer le cours. Donc, nous avons défini la jonction comme étant quoi? Comme étant la juxtaposition de deux semi-conducteurs, l'un de type P et l'autre de type N. On a fait l'un à côté de l'autre. Donc, il y a des charges négatives qui se déplacent de N vers P. Il y a des charges positives qui se déplacent de P vers N. Et à un certain moment, cet échange de charges s'arrête. Et il y a création d'une jonction, ce qu'on appelle l'espace entre les deux semi-conducteurs de type P et de type N, on appelle une jonction. Voilà comment on a construit une jonction. On a dit une jonction, c'est quoi? Lorsqu'il est polarisé en direct, c'est-à-dire que la borne positive du générateur est liée au semi-conducteur de type P et la borne négative du générateur est liée au semi-conducteur de type N. On a dit qu'on a, à ce moment-là, polarisé la jonction en direct. Et lorsqu'on polarise la jonction en direct, il y aura un courant très important qui va circuler dans la jonction. Et ce courant-là, il est sous forme exponentielle, écrit comme étant quoi? Le courant de la jonction IG, il est en fonction de la tension au bord de la jonction comme une forme exponentielle. Et on a dit que le IS, c'est un courant inverse. C'est le courant inverse maximal. Voilà, c'est le courant inverse maximal. Donc, à un certain moment, il devient constant. Hein? Voilà. Et UT, c'est une constante. Lorsqu'on fixe la température du semi-conducteur, ça devient constante. Il est donné. Voilà. Donc, puisque, et lorsqu'on polarise la jonction en inverse, on a dit la polarisation inverse, c'est-à-dire quoi? Que la borne positive du générateur, il est lié au semi-conducteur de type N, et la borne négative du générateur est liée au semi-conducteur de type P. Ce type de polarisation va me donner un courant très très faible qui va tendre vers zéro. C'est de quelques microampères. Voilà, donc voilà la jonction. Donc, et on sait très bien qu'une diode, c'est quoi? C'est tout simplement une jonction. Une diode, c'est une jonction. Et à ce moment-là, la caractéristique de la jonction, ça va être la caractéristique de la diode. Donc, et de point de vue technologique, la diode, c'est une jonction. Okay? Et à ce moment-là, on dit voilà, si on met là un semi-conducteur de type P à côté d'un semi-conducteur de type N, il y a création d'une jonction. Had le cristal PN, on lui a donné le nom de la diode. Donc, une diode, c'est une jonction. Donc, son symbole, c'est le suivant. OK? Là, c'est had de trait, c'est pour désigner là, il est lié au semi-conducteur de type N, et l'autre, c'est P. Donc, voilà la réalité comment elle est. Et à ce moment-là, nous avons un trait là pour signaler que cette borne-là est liée au semi-conducteur de type N. L'autre, c'est le P. Voilà, de point de vue réel. Donc, puisque une diode, c'est une jonction, donc le courant de la diode, ça va être le courant de la jonction. Et à ce moment-là, on aura là ID pour désigner que c'est le courant qui va traverser la diode. FVD, c'est la tension au bord de la diode. Et puisque la caractéristique de la jonction, c'est une forme exponentielle, donc la diode, de la même manière, puisque la diode, c'est une jonction. Et à ce moment-là, on pourra écrire que le courant qui va passer dans la diode, en fonction de la tension au bord de la diode, comme étant le courant inverse maximal, c'est le courant de saturation. OK, le courant de saturation, vous voyez là. Celui-là, vous voyez là, à un certain moment, le courant ne change pas. Même si je fais varier la tension, le courant ne change pas. On l'appelle là, c'est le courant inverse saturation. Comme j'ai dit, c'est de l'ordre de quelques microampères. C'est un courant qui est très, très faible. Voilà. Donc, le UT, de la même manière, si on fixe la température ou le semi-conducteur, à ce moment-là, l'UT devient constante et on aura ID en fonction de VD sous une forme exponentielle. Donc, voilà le courant qui va traverser dans la diode en fonction de la tension au bord de la diode. Comme vous voyez là, c'est une forme qui est exponentielle. C'est une forme non linéaire. C'est pour cela qu'on dit que la diode est un composant non linéaire. La polarisation directe, c'est pour VD positif et la polarisation inverse, c'est pour VD négatif. Voilà. Pour VD positif, la polarisation directe et pour VD négatif, c'est la polarisation inverse. Et puisque la diode, c'est une jonction, comme j'ai dit, il a la même caractéristique là, voilà. Donc, voilà. Donc, pour la polarisation inverse, c'est un courant qui est très faible et qui va tendre vers zéro. Donc, devient constante à un certain moment qu'on appelle courant de saturation. Et
pour une polarisation directe, donc à partir d'une tension, je vois qu'il y a le courant augmente rapidement sur une forme exponentielle, vous voyez là. Donc, c'est-à-dire là, entre 0 et VC, donc le courant il est faible, mais au-delà de VC, le courant devient important et augmente d'une manière exponentielle. Et à ce moment-là, je peux approximer à de la diode, ok, qui est une forme non linéaire, je peux l'approximer et je dis voilà, donc pour la polarisation inverse, il n'y a pas de courant. Donc, c'est-à-dire, il va jouer le rôle de quoi? Il va jouer le rôle, il va bloquer le courant, donc il va jouer le rôle d'une résistance qui est de valeur très grande. Okay? Ou bien un interrupteur qui est ouvert. Donc on pourra, en polarisation inverse, on pourra l'assimiler à une résistance de valeur très grande. On la note par RI. Et en polarisation directe, on pourra subdiviser la caractéristique en deux. Une partie là où le courant est faible, et à ce moment-là, il va jouer le rôle de résistance de valeur très grande. Et au-delà de VC, il est caractérisé par une droite. À de la caractéristique par une droite, on va calculer la pente. La pente, c'est cette variation-là sur la variation. C'est la variation de ID sur la variation de VD. Et on sait que le courant sur la tension, c'est l'inverse d'une résistance. Donc, c'est l'admittance. Donc, la variation de courant sur la variation de VD, ça va me donner 1 sur RD. 1 sur la résistance. Cette résistance, on l'appelle RD. RD, c'est-à-dire que c'est une résistance interne lorsque la polarisation est directe. Donc, c'est une variation de VD pour la variation de ID. Donc, on l'appelle là, c'est une résistance interne ou bien résistance dynamique d'une diode. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, nous avons deux types de résistance dynamique. Une pour la polarisation directe lorsqu'il est passant au-delà de VC. RD, c'est la variation de VD par rapport à la variation de ID. Ou bien si la tension en fonction du courant est une fonction continue, donc on pourra obtenir comme étant la dérivée de la tension par rapport au courant. Et je sais que j'ai la relation entre le courant et la tension. Donc à ce moment-là, pour déterminer la résistance dynamique, il suffit de nous trouver la tension en fonction du courant. OK? Et à ce moment-là, on va voir que I sur IS égale l'exponentielle de V sur IT. Et à ce moment-là, I sur IS plus 1 égale l'exponentielle de V sur IT. I sur IS plus 1, c'est I plus IS sur IS. Donc, I plus IS sur IS égale l'exponentielle de V sur IT. Et on applique le ln. On applique le ln. À ce moment-là, je vais avoir le ln. Donc, j'applique le ln là. Je vais avoir là V égale à UT que multiplie ln de I plus IS sur IS. Ah, voilà. Donc, V égale à UT que multiplie ln, c'est logarithme népérien de I plus IS sur IS. Et à ce moment-là, je peux dériver la tension par rapport au courant. Donc, vous voyez là que la dérivée, ça va me donner quoi? Donc, on sait très bien que là, c'est une constante. Donc, la dérivée de V par rapport à I, c'est une constante que multiplie UT que multiplie la dérivée de ln. Et on sait très bien que la dérivée d'une fonction ln de f de x, c'est f' de x, c'est f de x. Ça va vous donner quoi? C'est ut que multiplie quoi? La dérivée de cette expression-là par rapport à i, ça va vous donner 1 sur is sur l'expression. Donc 1 sur is que divise i plus is sur is. On simplifie is par is, il reste 1 sur i plus is. Et on multiplie par ut. Donc ça va vous donner ut sur i plus is. Donc la dérivée de la tension par rapport au courant, ça me donne ut sur i plus is. Et à ce moment-là, je peux déduire la résistance dynamique lorsque la tension est supérieure à Vc. Là, c'est pour la tension supérieure à Vc, lorsqu'on est là. Donc là, la tension est supérieure à Vs. Et à ce moment-là, la résistance dynamique, la résistance interne de la diode, c'est ut sur i plus is. On voit que très bien que RD dépend du courant. La résistance dépend du courant. Ok, elle est inversement proportionnelle. Vous voyez là? Autrement dit, si j'augmente le courant, RD diminue. Si je veux diminuer le courant, RD augmente. Donc, elle est inversement proportionnelle. Voilà, donc en polarisation inverse, comme j'ai dit, donc puisqu'il n'y a pas de courant, donc le courant est faible, donc il bloque le courant, c'est-à-dire que c'est une résistance de valeur très grande, et à ce moment-là, on la note par RI, donc c'est-à-dire c'est la résistance équivalente de la diode lorsque la polarisation est inverse. I inverse, D direct. Voilà les schémas équivalents de la diode. Maintenant, j'ai une idée sur la caractéristique. Vous me suivez tout d'abord? Bien. Oui ou non? Oui, Oui.
Bon, voilà. Maintenant, j'ai une idée sur l'approximation de la diode. Et à ce moment-là, on peut passer à ce qu'on appelle l'identification de la diode. C'est quoi l'identification de la diode? On sait très bien que pour un composant qui est non linéaire, donc il est difficile de l'étudier. Donc, ce n'est pas comme les cas de formes linéaires tels que le condensateur, la bobine, la résistance, etc. Donc là, donc, pour faciliter l'étude des composants qui sont linéaires, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de rendre la forme non linéaire à des formes linéaires, mais par morceaux. Et c'est une première approximation. On appelle, c'est une approximation de composants non linéaires. Ce phénomène-là, on l'appelle identification. Voilà, donc on passe à l'identification de la diode et on cherchera les modèles électriques linéaires de la diode. C'est-à-dire là, on va essayer de rendre cette forme-là, qui est non linéaire mais par morceaux. À ce moment-là, lorsqu'on cherche les formes linéaires par morceaux, on va essayer de chercher les circuits équivalents de la diode. Et je dis, voilà, cette diode, elle est approximée à cette forme-là, ou bien à ce composant-là. Ainsi de suite. Comme vous voyez là, donc, je peux approximer celui-là à l'axe confondu avec les tensions, c'est-à-dire que le courant il est nul, carrément. Et entre 0 et VC, je peux l'approximer à une droite qui est confondue avec l'axe, puisque le courant il est faible, donc je peux l'approximer comme étant nul. Et à ce moment-là, je peux approximer cette partie-là avec une droite qui est là. Donc voilà, donc je peux transformer la caractéristique en des formes linéaires, mais par morceaux. Et j'essaie de trouver leur correspondante, des modèles électriques correspondants, qui est linéaire. Donc, et à ce moment-là, on aura trois types de modèles. Trois types de modèles, c'est-à-dire trois approximations. Suivant la technologie, puisque la diode, il est construite à partir des semi-conducteurs, et la conduction dans les semi-conducteurs dépend de quoi? Dépend du type de semi-conducteur et de la température. OK? En jouant sur ces deux paramètres, je peux changer la caractéristique, plus ou moins. Donc voilà, donc à ce moment-là, je peux trouver l'approximation de trois modèles, ce qu'on appelle les modèles idéaux. Voilà le premier modèle, celui-là. C'est-à-dire là que la diode, il est approximé lorsqu'il est en polarisation inverse, il bloque le courant carrément. Donc c'est un interrupteur qui est ouvert. Donc j'ai dit qu'en polarisation inverse, la diode est bloquée. En polarisation directe, il commence à conduire à partir de 0 volt. C'est-à-dire lorsque VD égale à 0 volt, il commence à conduire. Vous voyez là c'est le courant. Ça existe le courant. Donc ça augmente le courant de manière rapide. Et à ce moment-là, je dis voilà, pour VD inférieur à 0, la diode est bloquée. Et pour VD égale à 0, la diode conduit. On dit qu'il est passante. Ce type de phénomène, on l'appelle une diode idéale en première approximation. Une diode idéale en première approximation. Diode idéale en première approximation. Ou bien diode parfaite en première approximation. Ou tout court, on dit que c'est une diode idéale ou diode parfaite. Lorsqu'on dit une diode idéale ou une diode parfaite, et on arrête, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est en première approximation. Donc, analysons la caractéristique. Voilà. Donc, je dis voilà, bon, comme on sait très bien que la caractéristique, il caractérise le fonctionnement du composant. Pour nous, c'est la diode. Il caractérise le fonctionnement de la diode. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Pour de la polarisation inverse, j'ai dit que le courant, la diode est bloquée. Il n'y a pas de courant. Donc, je peux dire à ce moment-là que la diode, je peux la remplacer par quoi? Par un interrupteur ouvert. Ou bien par une résistance de valeur très grande. Il y a une résistance de valeur très grande, il y a un interrupteur qui est ouvert. Donc voilà, donc lorsque la diode est polarisée en inverse, à ce moment-là, je peux enlever la diode et la remplacer par un interrupteur qui est ouvert. Flux circuit. Je peux enlever la diode, la remplacer par un interrupteur ouvert ou bien une résistance de valeur très grande. Maintenant, lorsqu'il est polarisé en direct, donc je vois que la tension au bord de la diode est égale à 0. Et le courant existe. Quel élément qui va me donner une différence potentielle égale à 0, il laisse passer le courant. Si je prends un fil, je prends 2 points d'un fil, la différence potentielle égale à 0. Mais il laisse passer le courant. Et à ce moment-là, je peux dire que pour la polarisation directe, la diode est équivalente à quoi? À un fil électrique ou bien un interrupteur qui est ouvert. Un fil électrique ou bien un interrupteur qui est ouvert. OK? Donc, en quelque sorte, vous voyez là,
Donc, lorsqu'il est bloqué, la diode est équivalente à une résistance de valeur très grande. Et lorsqu'il est passante, elle est équivalente à un fil électrique. Donc, quand vous voyez là, les deux cas, c'est un récepteur. Un fil, c'est un récepteur, ou une résistance, c'est un récepteur. Donc, la diode est un récepteur. Donc, en première approximation, donc, si le circuit, si la diode est polarisée en direct, je la remplace par un fil électrique. S'il est polarisé en inverse, je peux la remplacer par un interrupteur qui est ouvert. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas comme le cas, tu as les formes linéaires. Tu as les résistances, les condensateurs, les bobines, etc. Lorsque j'ai mis la résistance, donc on va étudier la résistance. Il ne va pas changer. Alors que pour la diode, non. C'est un composant qui va changer suivant la polarisation. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un circuit, je peux obtenir à ce moment-là deux circuits. En étudiant quoi? En étudiant les deux cas. Est-ce que la diode elle est bloquée ou bien est-ce que la diode elle est passante? Si la diode est bloquée, j'enlève la diode et je la remplace par un interrupteur ouvert. S'il est passante, j'enlève la diode et je la remplace par un fil électrique. Donc, au lieu d'étudier un seul circuit, on va étudier deux circuits. Sauf si j'ai dit, voilà, la diode elle est polarisée en direct. À ce moment-là, on aura un seul circuit. Donc, j'enlève la diode et je la remplace par un fil électrique. Voilà. Bon, la deuxième approximation, c'est quoi? On l'appelle une diode en deuxième approximation. Une diode en deuxième approximation. Et à ce moment-là, voilà, pour la polarisation inverse, ça ne change pas. La diode bloque le courant. Donc, je peux la remplacer par une résistance de valeur très grande ou bien un interrupteur qui est ouvert. Donc, entre 0 et VC, c'est la même chose. Il bloque le courant. Donc, je peux dire là qu'avant V0, la diode est bloquée. Avant V0, la diode est bloquée. Et pour V0, la diode est passante. Voilà. Donc, voilà. Et à ce moment-là, je dis voilà. Soit la diode est passante, soit elle est bloquée. Donc, elle est bloquée lorsque la tension de VD il est inférieur à V0. Et elle est passante lorsque VD égale à V0 qui est égal à VC. On l'appelle VC, c'est la tension C de la conduction. Et à ce moment-là, donc, la diode commence à conduire. Donc, à ce moment-là, par quoi je peux remplacer la diode? Donc, lorsque V est inférieur à V0, pas de problème. C'est un interrupteur ouvert ou bien une résistance de valeur très grande. Et si VD égale à V0, il commence à conduire. Et la tension VD égale à quoi? Égale à V0. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une source de tension qui me donne V0. Et à ce moment-là, il va jouer le rôle de quoi, la diode? Il va jouer le rôle d'un récepteur qui a une résistance interne 0. Voilà, la variation de ID par rapport à VD, c'est infini. Donc, la résistance est égale à 0. Et à ce moment-là, je dis, voilà, c'est un récepteur qui a une résistance interne nulle et une force contre-électromotrice égale à V0. Là, voilà. Donc, je peux enlever la diode et la remplacer par une force contre-électromotrice qui est égale à V0. OK? Voilà la deuxième approximation. Donc, d'une manière générale, le premier cas, première approximation, deuxième approximation, la diode, c'est un récepteur. S'il est bloqué, c'est une résistance de valeur très grande ou bien un interrupteur ouvert. S'il est passante, s'il est en première approximation, c'est un fil électrique. S'il est en deuxième approximation, c'est un récepteur qui a une résistance interne nulle. Au premier cas, c'est un fil ou un fil qui a une résistance de valeur nulle ou une force contre-électromotrice égale à 0. Voilà. La troisième approximation. C'est le même principe. C'est pour une tension VD inférieure à VC. Donc maintenant, on parle que s'il est la diode est passante ou bien bloquée. S'il est passante ou bien bloquée. S'il est bloqué, c'est-à-dire que la tension VD est inférieure à VC. Donc il ne laisse pas passer le courant. Voilà, il ne laisse pas passer le courant de l'intervalle. Donc lorsque VD est inférieure à VC. Au-delà de VC, c'est la caractéristique d'une droite. C'est la caractéristique d'une droite qui a comme pente quoi? La variation de ID par VD, c'est 1 sur RD. OK? Et il passe par VC. Donc, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est quoi? VD égale à quoi? Égale à RD plus
une constante. Et la constante, puisque la droite passe par VC, donc cette constante-là égale à VC. Et à ce moment-là, je vais avoir quoi? Que VD égale à RDID plus VC. Donc, c'est un récepteur. Voilà. Ça va jouer le rôle d'un récepteur qui a une résistance interne RD et une tension C égale à 0. OK? Donc, à ce moment-là, je peux enlever la diode et la remplacer par un récepteur. Donc, voilà, nous avons maintenant, on va étudier, on va travailler avec les trois approximations. Soit la première approximation, soit la deuxième approximation, soit la troisième. Donc, la première approximation, c'est que lorsqu'il est passant, lorsqu'il est bloqué, pas de problème. Lorsqu'il est bloqué, c'est un interrupteur qui est ouvert. Lorsqu'il est passant, la première approximation, ça me donne quoi? Ça me donne VC égale à 0 ou RD égale à 0. C'est-à-dire que c'est un fil électrique. La deuxième approximation, c'est quoi? Lorsqu'il est passant, RD égale à 0. Il ne reste que le VC. Donc la tension VD égale à VC. La troisième approximation, c'est un récepteur qui possède comme expression VD égale à RDID plus VC. Voilà les trois approximations avec lesquelles on va travailler. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si j'ai une diode, il faut tout d'abord savoir sa caractéristique. Est-ce qu'il est en première approximation, deuxième ou bien troisième approximation? OK? Et à ce moment-là, on passe au deuxième cas. C'est quoi? C'est qu'il faut savoir est-ce que la diode est passante ou bien bloquée. Donc, s'il est bloqué, c'est un interrupteur ouvert. S'il est passante, on va enlever la diode et la remplacer par son circuit équivalent, qui est soit un fil électrique pour le cas de la première approximation, soit une force contre-électromotrice, une surtension qui va jouer le rôle d'une force contre-électromotrice pour deuxième approximation, soit par un récepteur qui a une résistance dynamique, une résistance interne, une force contre-électromotrice. Lorsqu'il est passant. Donc voilà, donc ce qu'il faut étudier, une fois nous avons une diode, il faut savoir les deux choses. Est-ce que la diode est première approximation, deuxième, troisième? Est-ce qu'il est passante ou bien bloqué? Voilà. Maintenant, c'est bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, je vais prendre cette diode-là, qui est caractérisée soit par la première approximation, ou la deuxième, la troisième, et je vais l'insérer dans un circuit. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation de la diode dans un circuit. Donc, je vais l'insérer dans un circuit. Voilà. Je l'insère dans ce circuit-là. Donc, c'est un circuit qui contient une résistance et une diode en série. Et je l'alimente avec une tension, avec un générateur. Donc, le courant qui va passer dans la diode dépend de l'alimentation. OK? Voilà. Le courant qui va passer dans la diode, il dépend de l'alimentation. Donc, ID ou VD dépend du générateur de E. Et à ce moment-là, il faut chercher la relation entre ID ou VD fait le circuit. Donc, d'après la loi des mailles, on va avoir quoi? C'est E moins R ID moins VD. En quelque sorte, je vais avoir ID égale à quoi? À E moins VD sur R. Ben voilà. On va avoir ID égale E moins VD sur R. C'est la relation qui lie le courant qui va passer dans la diode en fonction de la tension. Et à ce moment-là, cette caractéristique dépend de quoi? Dépend de l'alimentation. Et à ce moment-là, c'est l'alimentation qui va me dire est-ce que le courant va passer dans la diode ou non? Donc, suivant ce cas-là, donc suivant cette relation-là, si E est supérieur à VD, le courant il va passer. Le courant est positif. Le terme est positif. Je suis positif, c'est qu'on est supérieur à VD. La résistance est toujours positive. Donc, il faut que le E soit supérieur à VD. Donc, pour une tension d'alimentation supérieure à la tension au bord de la diode, le courant va passer dans la diode. Sinon, il va bloquer. Donc, le cas, la diode est passante ou bloquée dépend de l'alimentation. Donc, c'est l'alimentation qui va me dire est-ce que la diode elle est bloquée ou bien passante. Et à ce moment-là, si je connais, je dis voilà, un de circuit ou bien l'autre circuit. À ce moment-là, je vais remplacer la diode par son circuit équivalent. Donc, voilà. Donc, je vais avoir là de l'équation. Donc, ça va être. Donc, si je fixe l'alimentation, je vais avoir ID en fonction de VD. Comme étant une droite. Il y a un R fixe ou E fixe, donc E moins VD sur R, c'est l'expression d'une droite. Et à ce moment-là, cette droite-là, on l'appelle droite de charge. La droite de charge,
Donc, je vais le tracer, le voilà. Voilà, pour VD égale à 0, je vais trouver E sur R. Et pour ID, égale à 0, je vais trouver que VD égale à E. Et je trace la droite d'elle. À la droite, qu'est-ce qui caractérise? Il caractérise le fonctionnement de la diode sur le circuit. La caractéristique, c'est la caractéristique réelle de la diode. C'est-à-dire que le courant qui va passer dans la diode et la tension au bord de la diode, il doit vérifier les deux. Donc, s'il vérifie les deux, donc il va vérifier le point de fonctionnement. OK? Et à ce moment-là, j'ai dit, voilà, le point d'intersection, ça définit le point de fonctionnement. C'est là où il fonctionne la diode lorsqu'il est polarisé. Donc, OK? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je fixe de E, à ce moment-là, je vais fixer à la droite de charge. Et si je fixe à la droite de charge, je vais fixer le point qui est intersection, la caractéristique et la droite. Et là où il fonctionne la diode. Donc, pour chaque alimentation, je vais déterminer un point où il va fonctionner la diode. Et on appelle ce point-là, c'est le point de fonctionnement. OK? Donc, le point de fonctionnement, c'est quoi? C'est l'intersection entre la caractéristique et la droite de charge. Et ça définit le point où il fonctionne la diode pour une alimentation déterminée. Donc, et je peux conclure à ce moment-là quoi? Si je fixe l'alimentation, je fixe le point de fonctionnement. Une fois que je fixe la valeur de l'alimentation, je fixe le point de fonctionnement. Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc voilà, nous avons les trois approximations de la diode. Si on l'insère dans un circuit, il doit fonctionner dans un point de fonctionnement, ou un point de fonctionnement, qui est l'intersection de la droite de charge et de la caractéristique propre de la diode. Et maintenant, on va passer les applications. Donc, nous avons 4 applications de la diode. Donc, la première approximation, on l'appelle le redressement. Le redressement, c'est quoi? C'est tout simplement si j'ai un circuit et je vais attaquer mon circuit, donc c'est-à-dire je vais l'alimenter par une tension sinusoïdale qui a une valeur moyenne nulle. Et à la sortie, je vais avoir une tension de valeur moyenne non nulle. Donc, le redressement, c'est quoi? C'est tout simplement une application électronique qui va transformer un signal de valeur moyenne nulle en un autre signal de valeur moyenne non nulle. Et on commence par le redressement mono-alternance ou bien simple alternance. Le redressement mono-alternance, simple alternance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va transformer un signal de valeur moyenne nulle en un autre signal de valeur moyenne non nulle. Et il va transformer ou bien transférer une alternance et il va annuler l'autre alternance. Voilà. Donc, je vais prendre un circuit là qui contient une diode et une résistance en série. OK? Et je vais prendre de la diode en première approximation. La première approximation, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il est polarisé en inverse, c'est un interrupteur ouvert. Et lorsqu'il est polarisé en direct, c'est un fil électrique. Un fil électrique, c'est quoi? C'est-à-dire que VD égale à 0. Et là, j'ai un RD égale à 0. La résistance interne égale à 0 de récepteur ou la force contractrice de récepteur égale à 0. Donc, ça va définir un fil ou un fil d'eau, une tension égale à 0. C'est deux points d'un fil. Donc, voilà les deux l'approximation de la diode en première approximation. Voilà. Donc, je vais prendre un circuit ADA qui contient une diode ou une résistance et je vais l'alimenter avec une source de tension sinusoïdale. VE, c'est un signal sinusoïdal. Donc, peu importe ADA, c'est un transformateur qui va transformer la tension. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le circuit ADA. Que je vais alimenter avec une source sinusoïdale, V2. Et je cherche la tension de sortie au bord de la résistance. Donc voilà. Et à ce moment-là, je dis voilà. Je vais étudier pour quel cas la diode est passante au bloc. Et là, je ne sais pas pour quelle tension d'alimentation la diode est passante au bloc. Et je suppose, si la diode est passante, donc s'il est passante, elle est équivalente à quoi? À un fil électrique. OK? C'est un fil électrique. Donc, je vais remplacer là par un fil électrique. Si je le remplace par un fil électrique, je vais avoir VS égale à VE. Donc, VS égale à VE. Ou VS égale à quoi? Égale à R fois le courant. Le courant, il est toujours positif, R est toujours positif, c'est-à-dire que VS est positif. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je dis? La diode est passante lorsque VE est supérieur à 0.
Donc, si VE est supérieur à 0, la diode est passante. Si VE est inférieur à 0, la diode est bloquée. Donc, l'état de la diode, j'étudie l'état des diodes en fonction de l'alimentation. Donc, si VE est inférieur à 0, la diode est bloquée. Si VE est supérieur à 0, la diode est passante. Là, c'est pour la première approximation. La deuxième approximation, la troisième approximation, OK, voilà. Donc, à ce moment-là, je dis voilà. Donc, si la diode est passante, alors V2E est supérieur à 0. Et l'équivalent d'un interrupteur fermé, ou bien un fil. Et à ce moment-là, on a trouvé que VS égale à VE, puisque la diode est remplacée par un fil. Donc, VS égale à VE. Maintenant, si la diode est bloquée, VE est inférieur à 0. Là, c'est VE. VE est inférieur à 0. Donc, il est équivalent à quoi? Un interrupteur qui est ouvert. Donc, voilà. Là, c'est un interrupteur qui est ouvert. Ça devient un interrupteur ouvert. Donc, il ne laisse pas passer le courant. Et à ce moment-là, la tension VS, ça va être R fois 0. Le courant est nul. R fois 0, c'est 0. Donc, il va avoir une tension de sortie nulle. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais étudier le signal d'entrée et de sortie. Je dis, voilà, pour une alternance positive, là, j'ai le VE, il est positif. Le VE, il est positif. Voilà. Et si VE est positif, on a dit que la diode est passante, ou VS, il y a VE. Voilà, VS égale à VE. Donc, elle va suivre la tension d'entrée. Pour VE négative, là, c'est l'alternance négative, voilà. Pour VE négative, voilà, on est là. À ce moment-là, VS égale à quoi? Égale à 0. Donc voilà, donc si je prends une période là, donc après ça se répète, puisque c'est un signal périodique. Donc si je fais la moyenne de l'alternance positive au 0, je vais avoir une moyenne qui est différente de 0 et qui est positive. Donc on a transformé un signal de valeur moyenne nulle, qui est la fonction sinusoïdale, ou un autre signal de valeur moyenne non nulle. C'est le redressement. Maintenant, on a transformé quoi? Une alternance positive en une alternance positive, et on a transformé une alternance négative en 0. Donc, c'est-à-dire que on dit que c'est un mono-alternance. On a transformé deux alternances en une seule alternance. Et on dit que c'est un redressement mono-alternance. Tu peux meilleur? Oui, monsieur. اللي عنده شي سؤال تسوله وفي mesure. ولا ما كانش في الحصه كي vient. Voilà, maintenant on va passer à une autre application qui a la diode, ce qu'on appelle le redressement double alternance. Maintenant, au lieu de transformer deux alternances en une seule alternance, on va transformer deux alternances, une positive et une négative, en deux alternances qui sont positives. Et pour ceci, on a réalisé le circuit suivant qui va jouer le rôle de redressement double alternance. Voilà. Voilà. Les transformateurs, c'est inutile pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est le circuit. C'est-à-dire le circuit alimenté par V1, ou là c'est V2 qui est égal à moins V1. On a pris V2 là, on a pris la masse, et à ce moment-là c'est le potentiel 0, et ça va être là le point, et il y a le moins de ce point-là. C'est-à-dire là que là je vais avoir moins V1 au lieu, hein, et à ce moment-là je vais avoir V2 égal à moins V1. Donc voilà le circuit d'Eli. Donc il va être alimenté par V1, ok, une diode D1, une diode D2 et une résistance. D1 ou D2, deux diodes idéales. La première approximation, c'est-à-dire en première approximation, chinois en première approximation. C'est-à-dire que s'il est bloqué, c'est un interrupteur ouvert. S'il est passant, c'est un fil électrique. On lève la diode, on la remplace par un fil électrique. Donc, comme vous voyez là, si cette tension-là est positive, celui-là est négatif. Et on sait très bien, vous voyez là. Donc, si celui-là est positif, donc on remarque là, à de la diode ou à de la résistance, c'est le circuit, le mono-alternance. De même, pour ce morceau-là du circuit, c'est le circuit de redressement mono-alternance. Et à ce moment-là, si V1 est positif, V2 il est négatif, suivant la relation que nous avons V1 égale à moins V2. Et à ce moment-là, si V1 est positif, qu'est-ce qu'on a dit pour le mono-redressement? Que la diode est passante. Alors que celui-là est négatif. Donc, ça va être bloqué. Donc, si celui-là, si V1 il est inférieur à 0, la diode D1 il est bloquée. Et puisque V2 égale à moins V1, donc V2 sera positif. Et à ce moment-là, il va laisser passer le courant. Donc, regardez, il est passant. Donc, autrement dit, si V1 est positif, D1 passante, ou D2 bloqué. Si V1
est négatif, D1 est bloqué ou D2 est passante. Voilà les cas que nous avons. Et à ce moment-là, on va étudier. Donc, si V1 positif, on a dit que la diode D1 est passante. Donc, c'est un fil électrique. Et à ce moment-là, si c'est un fil électrique, là, je vais avoir de la tension à D. Voilà. Donc, V1 égale à VS. Donc, VS égale à V1. Donc, si V1 est positif, ID2, la diode D2 elle est bloquée, donc ID2 égale à 0. Et VS égale à V1. Égale à VR égale à V1. VR, c'est la tension au borne de la résistance R. VS égale à VR. Maintenant, si V1 est négatif, celui-là est bloqué. Il ne laisse pas passer le courant. Alors que celui-là est passante, puisque V2, ça devient positif. V1 est égal à moins V1. Donc, il est passante. Et s'il est passant, je peux le remplacer par un fil NLS. Il est en première approximation. On a dit il est en première approximation. Donc, c'est un fil électrique. Et à ce moment-là, il y a 2 points ou il y a 2 points. Donc, VS, ça va être, c'est le V2. Donc, V2. Donc, si V1 égale à 0, VS égale à V2. Ou V2, c'est quoi? C'est moins V1. Maintenant, on va tracer à des caractéristiques. Voilà. Donc, pour V1, on a dit que VS égale à V1. Pour V1 positif, voilà. Pour V1 positif, VS égale à V1. Pour V1 négatif, VS égale à moins V1. Voilà. Donc, nous avons là, pour V1 positif, là, voilà. Donc, VS, il va suivre V1. Pour V1 négatif, là, voilà. VS, c'est moins V1. On va multiplier Hadi par moins. Donc, ça va être positif. Voilà. Il va se répéter puisque ce sont des signaux qui sont positifs. Donc, on a transformé quoi? Une alternance positive en une alternance positive et une alternance négative en une alternance positive. Donc, on a double alternance. Et on appelle redressement double alternance. Y a-t-il de questions? Non, monsieur. Non, monsieur. Bon, je vais passer à la troisième application. Troisième application, c'est ce qu'on appelle le filtrage de la tension redressée. J'ai une tension redressée, mono-alternance, et je vais essayer de le filtrer. Et on sait très bien, les circuits de filtrage, ça se base sur quoi? Sur les circuits RC. OK? Et quel est l'objectif de ce type-là? C'est-à-dire là, il va essayer de transformer le circuit, ce qu'on appelle le filtrage, il va essayer de transformer une tension sinusoïdale en une tension continue. On ne sait jamais si j'ai, par exemple, dans une carte électronique ou bien un appareil électronique que je vais alimenter par une source variable. Et à l'intérieur, une partie de mon circuit, il a besoin d'une tension qui est continue. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais utiliser une autre source de tension continue? Ce n'est pas pratique. Parce qu'on n'a jamais vu un appareil électronique qui possède 2 alimentations, une variable et l'autre continue. Ce qui est pratique, c'est quoi? C'est de réaliser un petit circuit qui va essayer de prendre de l'alimentation, il va essayer de la transformer en une tension continue. Et ce circuit-là s'appelle un filtrage de la tension redressée. Voilà. Donc, on va prendre le circuit de filtrage, mono-redressement, qui contient une diode et une résistance. Là, voilà. Et je vais le compléter par un circuit de filtrage, un condensateur. Donc voilà, on aura à ce moment-là une résistance, un condensateur, un circuit RC qui va jouer le rôle de filtre. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle le circuit de filtrage de redressement. Voilà. Donc de la même manière, là, donc on va prendre VE, un signal sinusoïdal. Voilà. Voilà, le circuit là, et sinusoïdal. Et je commence. Donc, vous voyez là que la tension augmente de 0. Hein, OK? Il augmente, il va donner le courant là. Donc, la diode, elle est en première approximation. Hein, elle est mono-alternance, elle est en première approximation. S'il est en première approximation pour l'alternance positive, donc elle est passante. Elle est passante, c'est un fil électrique. OK? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le V de E, le VS, ça va devenir VE, puisque là, c'est un fil électrique. Le VS, ça va devenir VE. Et à ce moment-là, le courant va passer. Le courant va passer à travers un deux fils, il va se charger. Le condensateur va se charger et le courant va passer dans aussi, une partie du courant va passer dans la résistance. Le courant, il va se charger
Et comme vous voyez là, puisque là c'est un fil, il est passant, VS égale VE. Donc, la tension au bord de la condensateur, il va suivre la tension d'entrée jusqu'à la valeur maximale. Et le condensateur se charge. Lorsque VE arrive à sa valeur maximale, le condensateur il est chargé d'une manière maximale. Et si la charge d'un condensateur est maximale, il doit se décharger. Il va chercher où il va se décharger. Et à ce moment-là, il va trouver cette résistance-là. Donc il va se trouver cette résistance-là, il va se décharger dans la résistance. Et s'il se décharge, alors cette tension-là va diminuer. Donc cette tension-là va diminuer. Voilà, diminue, jusqu'à là, ça arrive à ce point-là. Et à ce moment-là, il s'arrête. Il commence à augmenter. Il commence à augmenter puisque, à ce moment-là, le condensateur va se charger. Il va se charger jusqu'à la valeur maximale et ainsi de suite. Il va se décharger et ainsi de suite. Donc, vous voyez là, la décharge, ça se fait d'une manière, hein, comme vous le savez, ça se fait d'une manière exponentielle. Là, si la résistance est finie, si j'ai une valeur finie de la résistance, maintenant, si je prends une résistance de valeur très grande, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, je vois là que la tension, pardon. Donc, en augmentant la tension d'entrée, le condensateur se charge jusqu'à sur la valeur maximale. Donc, lorsqu'il arrive à sa valeur maximale, le condensateur est chargé d'une manière maximale. Donc, il doit se décharger. Il va chercher où il va se décharger. Donc là, c'est une résistance de valeur très grande. Il va jouer le rôle d'un interrupteur qui est ouvert. Donc, il ne va pas se charger dans la résistance. Donc, il ne va pas trouver où il va se décharger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenir cette charge. Hein? Et à ce moment-là, sa tension devient constante. Voilà. Donc, il va maintenir la charge constante, il va maintenir la charge maximale constante, c'est-à-dire que la tension reste constante. Voilà. Et à ce moment-là, on a transformé quoi? Une tension variable et une tension qui est continue. Voilà la troisième approximation. C'est le filtrage de la tension redressée, c'est-à-dire ce circuit-là permettra de transformer un signal sinusoïdal en une tension qui est continue. Voilà, donc y a-t-il des questions? Non, monsieur. Bon, sinon, on va passer à la quatrième application. La quatrième application, c'est que la diode il pourra jouer le rôle d'un régulateur de tension ou bien ce qu'on appelle stabilisation de tension. C'est un phénomène de protection. C'est un circuit de protection. C'est-à-dire là, on ne sait jamais s'il y a une tension qui arrive à notre secteur, par exemple à la maison, avec une tension qui est supérieure à 220 volts. Alors, tous les appareils qui n'ont pas de protection, ils vont être grillés. Et la plupart des appareils, au début, ils ont fait, pour la protection, ils ont mis là à l'intérieur des fusibles, ce qu'on appelle des fusibles. Un fusible, c'est quoi? Donc, avant d'alimenter l'appareil, donc il y a donc un composant qui est construit à partir d'un fil mince. Donc, s'il y a une tension qui est indésirable, qui est supérieure à la tension désirée, donc, il va être coupé à le fil. Et à ce moment-là, il ne laisse pas passer le courant à l'appareil électronique. Voilà, il sert à protéger l'appareil. Mais ce type de protection, ce n'est pas pratique. Il faut à chaque instant, s'il y a un problème, à chaque instant, il faut ouvrir l'appareil, enlever le fusible, le changer, et ainsi de suite. Donc, c'est plus pratique de réaliser un petit circuit et d'intégrer un petit circuit à l'intérieur de mon appareil. Comme ça, s'il arrive une tension qui est supérieure à la tension désirée, il va essayer de la rendre utile. Ce qu'on appelle la stabilisation de la tension ou bien la régulation. C'est-à-dire que s'il arrive une tension supérieure à la tension souhaitée, on va la rendre comme étant à la sortie une tension souhaitée. Autrement dit, si j'arrive à une tension de 250 volts, il va essayer de la rendre 220 volts. Et comme ça, il n'y aura pas de problème pour l'alimentation de notre appareil électronique. Le phénomène de protection, on pourra le faire à l'aide à l'aide d'un circuit qui contient une diode. Et ce type de diode, ce n'est pas une diode ordinaire, mais c'est une diode qu'on appelle une diode Zener.
La diode Zener, qu'est-ce qu'il a de particularité? C'est que pour la diode ordinaire, il ne laisse passer le courant que pour la polarisation directe. Pour la polarisation inverse, il bloque le courant. Ce type de diode qu'on a construit, il laisse passer le courant lorsqu'il est polarisé en inverse. Il va jouer le même rôle lorsqu'il est polarisé. Il va jouer le même rôle que la diode ordinaire lorsqu'il est polarisé en direct. Donc, la spécificité de la diode, c'est qu'elle laisse passer le courant pour la polarisation inverse. C'est cette partie-là qui nous intéresse. OK? Donc, comment on va construire, du point de vue technologique, une diode qui va laisser passer le courant lorsqu'il est polarisé en direct et lorsqu'il est polarisé en inverse? Donc, du point de vue technologique, donc pour que lorsque la diode est polarisée en inverse et pour qu'il laisse passer les charges mobiles à travers la jonction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de prendre la jonction et l'espace de cette jonction-là, de le rendre minimal, étroite. Et à ce moment-là, s'il est étroite, et s'il y a une agitation des charges, ils pourront traverser la jonction, puisqu'il est étroit. OK? Alors, la première chose. La deuxième chose, ils ont essayé d'augmenter le dopage. Le dopage, c'est quoi? Au moins, les atomes que nous avons ajoutés, les atomes étrangers, les atomes pentavalents ou les atomes trivalents. Pourquoi? Pour augmenter la conduction. Une fois que j'augmente le dopage, j'augmente le nombre de charges mobiles. Et si j'augmente le nombre de charges mobiles, j'ai une possibilité que ces charges mobiles vont traverser la jonction qui est étroite. Et de cette manière-là, ils pourront laisser passer les charges mobiles, même si la jonction est polarisée en inverse. Voilà, du point de vue technologique, comment elle est construite, les diodes. Et ces diodes-là, on l'appelle des diodes Zener. Donc voilà, du point de vue caractéristique, du point de vue graphique, donc cette diode-là, donc ce qui m'intéresse, c'est la polarisation inverse. Là, il est lié au semi-conducteur de type N ou de type P. Donc le courant, c'est le N vers P, c'est-à-dire c'est la polarisation inverse. La polarisation directe, c'est le courant qui est entre P vers N. Donc la polarisation inverse, le courant, et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc la polarisation directe, il va jouer le rôle d'une diode ordinaire, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, donc nous avons là trois représentations. Donc soit on utilise celui-là, ou bien celui-là, ou bien celui-là, c'est la même chose, du point de vue représentation. La diode réelle, il est comme ça, voilà le schéma, il est là. Et là, un trait qui va me dire, voilà, le semi-conducteur, la borne, il est lié au semi-conducteur de type N, et celui-là de type P. Voilà du point de vue représentation et du point de vue diode réelle. Voilà, donc sa caractéristique, il est comme ça. Donc, en polarisation directe, ça va jouer le rôle d'une diode ordinaire. Voilà, j'ai mis là IDVD, c'est-à-dire qu'il va jouer le rôle d'une diode ordinaire. Ça ne nous intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est la partie inverse. Voilà, c'est d'une polarisation inverse. Et lorsque la polarisation inverse, lorsque la tension augmente là, vous voyez que le courant ne passe pas jusqu'à une tension, ce qu'on appelle une tension C. Voilà. La tension, on l'appelle là, c'est la tension de claquage. La tension de claquage, c'est à partir de cette tension-là, la diode Zener laisse passer le courant. Voilà. Donc, si je dépasse, si Vz est supérieur à Vz0, voilà, le point en module, à ce moment-là, le courant va passer. Voilà. Et sa caractéristique, c'est une droite. Donc, par quoi je peux remplacer à la diode Zener? Toujours on cherche à rendre les formes non linéaires en des formes linéaires. Donc, lorsque Vz est inférieur à V0, le courant ne passe pas. Il y a une différence potentielle. Donc, c'est un interrupteur qui est ouvert. Un interrupteur ouvert a une différence potentielle, mais il ne laisse pas passer le courant. Donc, voilà. Dans cette partie-là, c'est un interrupteur ouvert. Au-delà de Vz0, si Vz est supérieur à Vz0, la caractéristique est une droite. Qui égale à quoi? Vz, c'est Rz, Iz, plus là où il passe à la droite, Vz0, plus Vz0. Donc, c'est un récepteur. Il a une résistance interne Rz, ou une tension de claquage Vz0, ou bien une force contre-électromotrice Vz0. Et à ce moment-là, lorsque le courant passe dans ce sens-là, donc je peux remplacer la diode, voilà, je peux remplacer la diode par un récepteur, voilà, le courant passe là, donc c'est un récepteur. Il y a une force contre-électromotrice Vz0 et une résistance interne
RZ. Voilà. Et à ce moment-là, si VZ est supérieur à VZ0, c'est un récepteur. Si VZ est inférieur à VZ0, c'est un interrupteur qui est ouvert. Voilà, tout simplement. Donc, on ne sait jamais si j'ai une diode Zener qui est polarisée en inverse. Soit je dois la remplacer par un interrupteur ouvert, soit par un récepteur de force électromotrice contre électromotrice, la tension de claquage et de résistance interne, RZ. Maintenant, donc le rôle qui nous intéresse, c'est la régulation ou bien la stabilisation de la tension. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc, si je mets là un circuit, voilà ce circuit-là, qui compose une résistance R1 ou R, et là une diode Zener, voilà. Et j'alimente ces circuits-là. Et à la sortie là, je vais attaquer mon circuit, ou là l'appareil pour la protection, qui va être protégé. Donc l'appareil qui va être protégé, il va être là, donc il va être lié vers des deux bords là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si je prends RZ faible, une résistance très faible, c'est-à-dire là, je vais avoir là un fil. Puisque RZ est faible, donc là, sa tension, ça va tendre vers 0. Donc la tension de sortie là, la sortie du circuit est liée à VZ0. Donc VZ0, c'est la tension de claquage. Donc il est constant. Et à ce moment-là, VS devient constante. Même si VE varie. Vous voyez là, même si VE il va varier, VS il ne va pas varier. Il va rester constant. Comme ça, je peux réguler la tension. Un exemple. Si j'ai là VZ0 égale à 220, OK? Et à VE, je suppose que VE égale à 250. Il arrive 250 là, c'est le circuit. Et à la sortie, qu'est-ce que je vais avoir là? Cette tension VZ0, la tension VZ0, c'est quoi? Il y a 220. Et à ce moment-là, je peux protéger le circuit. Et ça s'appelle là, c'est le circuit de protection, ou bien stabilisation, ou bien régulation de la tension. Voilà, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si j'ai pas compris comment utiliser. Oui? Oui? J'ai pas compris comment le courant va se stabiliser de 240 à 220. Voilà, l'électricité de la tension, l'électricité de la tension RZ égale à presque 0. Donc la tension devient quoi? La tension nulle. OK? La tension au bord RZ est nulle. C'est prêt à la tension VS. VS, il y a la tension VS0. Le VS, c'est quoi? C'est la tension plus la tension, c'est celui-là. Celui-là égale à 0, donc VS égale à VZ0. Donc VS devient constante. Donc VS devient constante égale à VZ0. Si je prends VZ0 égale à 220, quelle que soit la tension d'alimentation, quelle que soit la valeur de la tension, donc VS reste constante. C'est 220. Attends, ça ne change rien sur la sortie. C'est clair? Oui, monsieur, d'accord. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la série de TD. Voilà, nous avons le premier exercice. Donc, c'est une application, ce que nous avons étudié tout à l'heure. C'est que j'ai un tableau de valeurs. C'est un tableau de valeurs expérimental qui va me donner le courant en fonction de la tension. Oui? Oui? Qui va me donner le courant en fonction de la tension. Voilà. Donc, à ce moment-là, donc la première question, c'est de chercher ou bien de tracer cette caractéristique en se basant sur la table, sur les valeurs du tableau. Donc, vous voyez là, nous avons les 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà. Nous avons là 5 points. 1, 2, 3, 4 et le 0, cinquième point. Et on va joindre les 5 points. Voilà.
Et on a bien la caractéristique de la diode. C'est la troisième approximation. OK? Ce qu'on pourra faire, on pourra faire une troisième approximation. C'est-à-dire là, je peux l'approximer à une droite là. OK, voilà. Et là, je peux l'approximer à une droite qui est confondue avec l'axe de tension où il bloque le courant. Voilà donc la première des choses. Je connais maintenant la caractéristique, c'est-à-dire que la diode que j'ai achetée, je connais sa caractéristique maintenant. Donc, pour l'utilisation, je peux l'utiliser à ce niveau-là. Voilà. La question qui suit, c'est de déterminer la résistance dynamique lorsque la diode est passante. On parle de la résistance dynamique lorsque la diode est passante. Donc, lorsque la diode est passante, c'est-à-dire on est là, dans cette partie-là. On va chercher la résistance dynamique. Et à ce moment-là, c'est quoi la résistance dynamique? 1 sur RD égale à quoi? C'est la variation de ID par rapport à VD. Et la variation de ID par rapport à VD, c'est quoi? C'est une admittance. C'est l'inverse d'une résistance. Donc, c'est 1 sur RD. Donc, RD, ça va vous donner quoi? C'est la variation de VD par rapport à ID. Donc, on va prendre à des deux points, celui-là et celui-là. Donc, celui-là, VD égale à 0,75 et ce point-là, VD égale à 0,7. Celui-là, il a un courant de 4 ampères et celui-là, il a 3 ampères. OK? Je vais avoir quoi? 0,75 moins 0,75 moins 0,7. C'est 0,05. Que divise quoi? Que divise 4 moins 3? 1. Donc, c'est 0,05. Donc, la résistance dynamique ou bien la résistance interne de la dose égale à 0,05. Là, voilà, 0,05. Donc, on a pris là les deux autres points, 0,7 moins 0,6 et 3 moins 1. OK? Donc, vous allez prendre deux points quelconques de la caractéristique. De toute façon, la résistance ne change pas. Donc, la résistance dynamique interne, c'est 0,05. Maintenant, donc, comme on a dit, c'est quoi? Donc, lorsque la diode est passante, voilà, lorsque la diode est passante, on est là. Donc, il va jouer le rôle d'un récepteur. Il y a une force contre-électromotrice et une résistance interne. La résistance interne a déterminé. Il reste la force contre-électromotrice. La force contre-électromotrice, on va essayer de la déterminer de deux manières. Graphique et par calcul. Graphique, c'est simple. Donc, on va faire l'approximation. Voilà une droite qui va passer par la tension C. Voilà. Donc, il va passer par ce point-là. Et le point, ça correspond graphiquement à 0,55. Voilà. Il est situé au milieu entre 0,55 et 0,6. Donc, c'est 0,55. Donc, graphiquement, on va trouver que VC égale à 0,05. Maintenant, pratiquement, du point de vue pratique. Donc, oui? Si on fait la différence entre les deux valeurs de ID, 4 et 1, on va avoir 3, n'est-ce pas? 3, oui? Ici, on a fait la différence entre les deux valeurs 4 et 2. Prenez les deux points les c'est mieux de prendre les deux. C'est mieux de prendre les deux points maintenant ou les deux points qui sont voisins. Je parle si on prend des valeurs du tableau. Oui, واخا ماشي مشكل. ماشي مشكل. لأن le tableau, la caractéristique, ça vient du tableau. C'est la même chose. Hein? Bon, voilà, donc maintenant, on va essayer de chercher VC par calcul. Donc, je sais très bien que là, il est approximativement à une droite qui est égale à quoi? VD égale à RD ID plus VC. RD عندي, donc VD égale à quoi? 0,05 ID plus VC. Cette droite-là, donc, il va vérifier quoi? Il va vérifier des points. Donc, en particulier, on va prendre un point parmi les points et vérifier l'équation. Est-ce qu'il vérifie? Il doit vérifier l'équation. Il doit vérifier VD égale à RD plus ID. Donc, c'est ça ce que nous avons fait. Voilà. On a pris le point 0,6 et 1 milliampère. Donc, ça appartient à la droite. Et la droite, c'est quoi? C'est VD égale à RD ID. Donc, à ce moment-là, je vais avoir là VD égale à VC plus RDID et VC, ça va vous donner VD moins RDID. Et je remplace ces deux points, VD par 0,6 ou ID par
1 ampère. Je vais avoir là 0,6 moins 0,05 RD que multiplie ID. 1. Ça va vous donner 0,55. Vous voyez là, on a la valeur, que ce soit graphique, que ce soit par calcul. Voilà comment on pourra déterminer graphiquement ou par calcul la force contre-électromotrice du récepteur. Maintenant, on va chercher le circuit équivalent. Le circuit équivalent, vous voyez là, d'après la caractéristique. Donc, lorsque la tension est inférieure à VC, vous voyez là que le courant il est très très faible, ça tend vers 0. Donc, je peux l'approximer à un courant faible, un courant égal à 0. Et comme ça, la diode va bloquer le courant. Donc, s'il bloque le courant, je peux la remplacer par un interrupteur qui est ouvert. Donc, et à ce moment-là, le schéma équivalent électrique, la diode, c'est un interrupteur ouvert. Mais lorsque VD est supérieur à VC, donc c'est une droite qui représente un récepteur. OK? Et un récepteur, on a déjà calculé les éléments d'ILO. Donc voilà, donc si la diode est bloquée, voilà, c'est un interrupteur. Et lorsque VD est supérieur à 0,55, et l'équivalent à un récepteur, il y a une force contre-électromotrice 0,55 et une résistance interne 0,05. Voilà. Maintenant, la question 5, c'est que la diode consomme 3 volts. La puissance maximale qui peut consommer la diode est égale à 3 watts. Quelle est la tension maximale de la diode et quel est le courant maximal qui va passer dans la diode? C'est normal que puisque la diode c'est un récepteur. S'il dissipe trop d'énergie, il va être grillé. Et à ce moment-là, il faut savoir les limites. Il faut savoir les limites de fonctionnement de la diode. OK? Et à ce moment-là, on a dit, voilà, la puissance maximale de la diode qui peut consommer ou à 3 watts. Et à ce moment-là, il faut savoir les limites à la tension que je dois donner la diode et le courant que je dois donner la diode pour qu'il puisse passer la diode, sans que la diode soit grillée, connaissant la puissance maximale. OK? Et à ce moment-là, j'ai dit que la puissance elle est de 3 watts et je dois déterminer VD max et ID max. On sait très bien que la puissance, c'est quoi? C'est la tension fois le courant. Donc, et la puissance maximale, c'est quoi? C'est la tension maximale de la diode fois le courant maximal de la diode, qui est égal à 3 watts. La tension de la diode, je connais la tension de la diode. Puisque j'ai dit, voilà, la VD max fois ID max, c'est-à-dire que la diode, elle est passante. Et lorsque la diode, elle est passante, elle est équivalente à quoi? À un récepteur. Donc, la tension au bord d'un récepteur, c'est celui-là. C'est RDID plus VC. RDID plus VC, pour qu'il soit maximal, il dépend du courant. Donc, pour que la tension soit maximale, il faut que le courant soit maximal. Et à ce moment-là, je vais avoir quoi? RDID max plus VC. D'où la puissance VD, ça va être VD maximal, ça va être quoi? RDID maximal plus VC. Et à ce moment-là, je vais remplacer dans l'équation de la puissance. Vous voyez là que la puissance égale à quoi? VD max fois ID max, c'est RD fois I max plus VC que multiplie ID max. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir une équation qui est à deuxième degré en courant. OK? Voilà. Donc, c'est une équation de deuxième degré en courant. Donc, à ce moment-là, une équation de deuxième degré, il va me donner deux solutions. La solution la plus grande, c'est la solution adéquate, puisque je cherche le courant maximal. Voilà, donc, puisque là, c'est une équation de deuxième degré, il faut calculer delta, etc. Tout calcul fait, on a trouvé que le ID max est égal à 4 ampères. Donc, tu calcules, donc vous faites les calculs, vous faites delta, vous faites les solutions ID1 max, ID2 max, OK, chez vous. Donc, ce sont des calculs. Donc, on a trouvé que ID max est égal à 4 ampères. Et je remplaçais 4 ampères pour l'expression de la puissance. Donc, 4 que multiplie ID max égale à 3. Donc, ID max égale à 3 sur 4. 3 sur 4, c'est 0,75 volts. Vous voyez là? Donc, là, le courant maximal qui peut passer dans la diode, c'est 4 ampères. Et la tension maximale au bord de la diode, c'est 0,75. Donc, c'est ce que nous avons sur la caractéristique. Lorsqu'on a fait la caractéristique, vous voyez là que la valeur maximale, ça correspond au courant, c'est 4, et la tension, c'est 0,75. Donc, ça définit exactement les limites du fonctionnement de la diode. Voilà, maintenant, je connais les limites du fonctionnement de la diode. À ce moment-là, je peux l'alimenter. Je ne peux pas utiliser une alimentation sans savoir les limites de les composants que j'ai. Mais sinon, le circuit sera foutu.
Donc, il faut savoir les limites de chaque composant électronique. Comme ça, au cours de l'alimentation, je ne fais pas de conneries. Du point de vue pratique. L'électronique, c'est de la pratique, ce n'est pas de la théorie. C'est de la pratique. La théorie, elle est pour savoir, grosso modo, les limites. Voilà. Bon, à propos de la pratique, essayez de télécharger avec le Workbench, Electronic Workbench. Electronic Workbench, le logiciel Electronic Workbench. Et voilà. Donc, on va insérer de la diode dans un circuit. Voilà, dans le circuit qui contient une diode et une résistance en série. Et je vais l'alimenter avec une alimentation de E. Et on sait très bien que, je dis quoi? Le courant qui va passer dans la diode dépend de l'alimentation. Et lorsqu'on insère une diode dans un circuit, il va fonctionner sur le point de fonctionnement. Ou qui va définir le point de fonctionnement, c'est l'alimentation, c'est le E. Donc la question qui se pose, c'est quoi? C'est que on va chercher à de l'alimentation pour que la droite de charge passe par le point 0,4. On doit chercher la valeur de l'alimentation pour que la droite de charge passe par le point 0,4. Et à ce moment-là, il faut déterminer tout d'abord l'expression de la droite de charge. L'expression de la droite de charge, c'est quoi? C'est ID en fonction de VD. Et à ce moment-là, je dis, voilà, d'après la loi des mailles, j'ai quoi? E moins RD moins VD moins RDID. À ce moment-là, je vais avoir E égale à quoi? À VD plus RID. Et je tire l'expression de ID égale à quoi? E moins VD sur R. Voilà l'équation de la droite de charge. Et à ce moment-là, je dois voilà l'équation de la droite de charge, ID égale E moins VD sur R. Donc, et je sais très bien que cette droite de charge passe par le point 0,4. Donc, j'ai mis là pour I égale à 0, ou VD égale à 4. Pardon, VD égale à 0, ou ID égale à 4. Il va avoir quoi? E égale à 4 fois R. Ou R égale à 0,325. Donc, c'est 4 fois 0,325. Il va me donner E égale à 1,3. Voilà. Donc, la tension d'alimentation, ça va être 1,3. OK? Donc, voilà l'alimentation pour laquelle la droite de charge passe par le point 0,4. Donc, maintenant, j'ai l'équation de la droite de charge. ID égale à 1,3 moins VD sur 0,325. Ça, c'est l'équation de la droite de charge. Et à ce moment-là, je connais la caractéristique de la diode. Je connais la droite de charge et je dois déterminer le point de fonctionnement, là où il fonctionne, la diode, pour l'alimentation 1,3. En quelque sorte, on doit chercher quoi? On doit chercher le courant qui va passer dans la diode et la tension au bord de la diode. ID0 et VD0. Bon, la caractéristique de la diode lorsqu'il est passant, on connaît très bien. C'est VD égale RD, ID plus VC, là voilà. VD égale à 0,05, ID plus VC 0,55. Je connais l'équation de la droite de charge, là voilà. Voilà. OK? Et à ce moment-là, le point de fonctionnement, c'est quoi? C'est un point qui appartient à la droite de charge et à la caractéristique. Et si je donne que le point de fonctionnement comme étant les coordonnées VD, pardon. Donc, le coordonnées du point de fonctionnement, c'est VD0 et ID0. Donc, à ce moment-là, je vais remplacer un point, puisqu'il appartient à la droite de charge, je vais remplacer par ID0 là par VD0. Et puisque c'est un point de la caractéristique, donc je remplace VD par VD0 et ID par ID0. Et je vais avoir un système d'équations
avec deux inconnus, I des 0 et V des 0. Donc, tout calcul fait, ça va me donner I des 0 égale à 2 ampères et V des 0 égale à 0,75. Voilà. Monsieur, Oui, j'ai pas bien compris la deuxième partie de la question 6. la deuxième partie. Les coordonnées, mais on a déjà les coordonnées, n'est-ce pas? Non, nous n'avons pas les coordonnées du point de fonctionnement. Il y a le point de fonctionnement, c'est quoi? Quelle est la différence entre les coordonnées du point de fonctionnement et les coordonnées qu'on a? Les coordonnées du point de fonctionnement, c'est un point. Le point, il appartient à la droite de charge et à la caractéristique. Donc, voyez là, le point de fonctionnement, c'est le point qui appartient à la caractéristique ou à la droite de charge. On trace la caractéristique, on trace la droite de charge. L'intersection entre les deux, ça définit le point où il fonctionne la diode. يعني ملي عطينا l'alimentation E égale à 1,3, donc il y a un seul courant qui va passer et une seule tension qui est au bord de la diode. Les deux paramètres sont les coordonnées du point de fonction. OK? Pour la droite de charge, Oui. comment on le trace? Donc à partir de deux points. Donc d'abord par calcul, graphiquement d'abord. Par calcul, il y a 2 ampères de point de vue traçage à droite. C'est quoi? Déjà, il passe, d'après l'énoncé, il passe par le point 0,4. Oui, oui. Donc, il reste le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? Si on veut tracer, le cadran. Vous voyez là? Donc, on pourra prendre n'importe quel point. N'importe quel point. Une tension, n'importe quelle tension. Donc, par exemple, en particulier, 0,65. Comme exemple, 0,65 هنايا. اجينا هنا 0,65. دونك هذه ونمشيو للدروات ديالنا. اوكي l'équation de la droite. La voilà. Aïe. OK. Donc, on va remplacer VD par 0,65. OK. Maintenant, donc, on cherche... Monsieur. Oui. Pour tracer la droite de charge, on a besoin de deux points. Oui, 2 points. Le premier point, c'est VD et D, oui, les données. Et la deuxième point, c'est qu'on cherche. Le deuxième point, c'est l'hébrité. C'est pas ce qu'on cherche. Vous pouvez n'importe quel point. D'accord. N'importe quel point. Et qu'est-ce que ça veut dire D0 et VD0? C'est les coordonnées du point de fonctionnement. C'est les coordonnées de l'intersection. Une droite, normalement, une droite, maintenant, on a VD égale à 0. On a cherché ID, le premier point. Deuxième point, c'est quoi? Deuxième point, je peux prendre ID égale à 0 et à ce moment-là, je vais avoir VD égale à 1,3. Donc voilà, normalement, c'est les plus faciles. Mais 1,3, kharj liya même le cadran. Donc normalement, ça vient ici. OK? Et à ce moment-là, je vais avoir deux points, c'est quoi? C'est la tension 1,3 ou le courant égal à 0. Deuxième point. Et je joigne les deux points. Mais puisque là, 1,3 kharj liya le cadran, je peux prendre n'importe quel point là et je cherche le courant d'il là. OK? Je cherche le courant d'il là et qu'on a le deuxième point qui appartient à la droite. Oui ou non? J'essaie de comprendre. Bled. À l'équation de la droite. OK? Oui. On a le mathématique, du point de vue mathématique. L'équation de droite, c'est quoi? C'est y égale à ax plus b. Oui. OK? Ax plus b. On a de 2x plus 1. Y égale à 2x plus 1. La brina deux points, mais la droite, باش نتراسيو. شنو غندير؟ أنا نعطي x égale 2 valeurs ou 2 valeurs de y. Oui. Maintenant, on a x égale à 1. Je vais avoir 2 fois 1 plus 1. Il y a 3. 3. Et donc, le premier point, il y a 1, 3.
voyez là, tu as X ou tu as Y. C'est le premier point. Tu as le deuxième X ou tu as Y. C'est le deuxième point. On a le premier point. Premier point, la tension est égale à 0, le courant est égal à 4. Pas de problème. Ok, là, il a vérifié. Il a V égale à 0. Alors 1,3 sur 0,325, il y a 4. C'est le premier point. Deuxième point, on a n'importe quelle valeur. 1, 0,6. Ce que vous voulez. Ok, vous pouvez prendre n'importe quel point, n'importe quel VD, et vous allez chercher le Y. À X à Y. Vous donnez X et vous cherchez Y. Le deuxième point, la plus facile est 0,65. 0,65 lorsqu'on a fait V égale à 0,65. Par exemple, on a pris X égale à 0,65, on a trouvé Y égale à quoi? Égale à 2. C'est la même manière que j'ai fait là. Voilà, j'ai donné V égale à 0,5 et j'ai cherché l'équation de la droite, Y. C'est 2. C'est le deuxième point. Et je dis voilà un point là, un autre point là, et je trace la droite d'y aller. Lorsqu'on a fait les calculs, on a trouvé que le point, il y a le point de fonctionnement, ni plus ni moins. Clair, oui ou non? Oui, oui. Ouais, c'est du matin. Avec une droite Y à X plus B, vous donnez deux valeurs X, ou vous allez chercher deux valeurs Y, vous allez définir les deux points directs. Ça, vous tracez. Voilà, donc, du point de vue calcul, on a trouvé. Et du point de vue pratique, voilà, comme j'ai dit, on a le premier point, le deuxième point, on a tracé la droite. Donc, l'intersection, ça tombe bien, Fanny. Qui est égal à quoi? On fait la projection ici. C'est 0,65. Il est au milieu de 0,6, 0,7. Et là, c'est 2 ampères. Voilà. Et elle coïncide avec ce qu'on a trouvé pour les calculs. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est quoi? J'ai donné la caractéristique de la diode. C'est la troisième approximation. Donc, une diode est en troisième approximation. Lorsque la tension est inférieure à V à 0,6 volts, la diode est bloquée. Et pour une diode VD supérieure à 0,6, la diode est passante. Voilà la caractéristique propre. Maintenant, je vais prendre la caractéristique propre et je vais l'intégrer dans un circuit. Voilà. Et je cherche le fonctionnement de cette diode-là. Là où il fonctionne la diode. OK? Pour les différentes valeurs de l'alimentation. Parce que maintenant, qui va me dire que la diode est passante ou bloquée? C'est l'alimentation. C'est le 1. C'est le 1 qui va me dire voilà la diode est passante. Pour quelle valeur de 1 la diode est passante? Et pour valeur de quelle valeur de 1 la diode est bloquée. Donc pour ceci, donc, on commence là et on cherche. La première question, c'est quoi? C'est de déterminer la droite de charge de la diode et de la tracer. OK? Voilà donc. Donc on cherche l'équation de la droite de charge. Donc la droite de charge, ça va me donner quoi? Ça va me donner ID en fonction de VD. Donc il faut chercher ID en fonction de VD. En quelque sorte, on doit chercher l'expression de ID. Et à ce moment-là, je peux appliquer le théorème Thevenin pour réduire un petit peu le circuit. Donc si j'applique le théorème Thevenin à deux circuits, il devient quoi? Il devient plus simple. Voilà, ça devient un circuit plus simple. ETH, RTH et la diode. Et à ce moment-là, c'est facile de déterminer la droite de charge. Donc on sait très bien que la résistance de Thevenin, c'est quoi? Je vais court-circuiter le générateur. Il reste quoi? R1 en parallèle à R2. Donc RTH et R1 en parallèle à R2. Donc il va avoir RTH égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc tu calcules fait, on va trouver que c'est 80 ohms. Maintenant le ETH. Le ETH, c'est la tension au banc de R2 lorsqu'I égale à 0, lorsqu'ID égale à 0. Lorsqu'ID égale à 0, là il est ouvert, là il y a R1 ou R2 en série. Et je cherche la tension au banc de R2.
Donc, je peux appliquer à ce moment-là le point diviseur de tension. Le point diviseur de tension, qu'est-ce qu'il me dit? Que le ETH égale à quoi? À R2 que divise R1 plus R2 fois E1. Okay? Donc, ETH est égal à R2 sur R1 plus R2 fois E1. Et à ce moment-là, tout calcul fait, ça va me donner 2,4 volts. Donc, voilà, on a trouvé le RTH, le ETH. Donc, le circuit qu'on va étudier, ce circuit-là, il est plus simple à l'étudier, à déterminer la droite de charge. Donc, d'après le circuit, la droite de charge, c'est quoi? On applique la loi des mailles. Je vais avoir ETH moins RTH ID moins VD égale à 0. Donc, ID égale à quoi? C'est ETH moins VD sur RTH. ID égale à ETH moins VD sur RTH. Et à ce moment-là, on place ETH sur RTH. Je vais avoir 2,4 moins VD sur 80. Voilà l'équation de la droite de charge. ID égale à 2,4 moins VD sur 80. Soit on travaille avec l'équation, soit on va faire la division là, et on va avoir ID égale à 0,03 moins 0,125 VD. Donc voilà l'équation de la droite de charge. Oui? Monsieur ديك تيفلان كيفاش لقينا Voilà, chauffe. D'une manière générale, le ETH, c'est la tension entre les bornes A et B. Qu'est-ce qu'on a dit? On cherche un courant qui circule dans une partie du circuit. Il y a un circuit global où tu as le courant qui va circuler une partie. Tu as avec le fil où il circule le courant. سي avec الصوت ما سمعنا والو. دابا تسمعوا ولا ما تسمعوش؟ وي دابا سي بون ولكن قبيله كنتي كتشرح. عندي un circuit. Et je veux chercher que le courant qui va passer dans une partie du circuit. Tiens, j'ai là la partie où il circule le courant que je cherche et je vais subdiviser mon circuit en deux. Un circuit, les réduits de courant que je cherche, ou un circuit اللي قبل منه. هذاك السيركوي اللي قبل منه تقول هذا الكورون منين جاي؟ جانا من هذا السيركوي اللي قبل منه. دونك هذا السيركوي كامل يمكن لينا نعوضوه بان جينيراتور. اوكي؟ هو اللي سميناه جينيراتور تاعنا. وون سي كو ان جينيراتور سي كوا؟ سي une force électromotrice ou une résistance interne. On voit les paramètres d'elle. Donc il faut les terminer à les deux. Comment on détermine à les deux? Donc la résistance c'est quoi? La résistance تاعنا, on va prendre le circuit اللي عوضناه بان جينيراتور, هذاك السيركوي كامل. Et je dis voilà, tout ce qu'il y a là-dedans, اللي كاين في وسط هذا السيركوي, les sources كاملين اللي كاين, اللي كانوا des sources de tension, نعطيهم زيرو, يعني on va court circuiter. نعطيهم زيرو. اوكي؟ غيمشيو لنا كاع منين les sources de tension. Il y a des sources de courant. Les sources de courant, on va les ouvrir. يعني on va les ouvrir ça quoi? يعني ما غيدوش هذيك السورس ما يعطيش هذاك الكورون ديالها. ما يكونش هذيك ليفي ديالها. Donc c'est-à-dire à éliminer. شنو يبقاو؟ غيبقى لنا que les éléments passifs. Que les éléments passifs. هنا عندنا la résistance que les résistances. Et à ce moment-là, je cherche la résistance équivalente ديالها. هذه pour la résistance تاعنا. Pour le E تاعنا. Le E تاعنا c'est quoi? هذيك البلاصه اللي خدينا منها السيركوي اللي قسمناه السيركوي اللي قبل والسيركوي اللي غيدوز فيه الكورون, هذوك لي دو بورن نسميهم او بي اللي غيفرقوا لنا ما بين السيركوي اللي يعطينا الكورون والسيركوي اللي غيدوز فيه الكورون. غنعطيوها لي بورن اي بي. هاد لا طونسيون اونتر اي بي هي الاو تي اش مي ا كونديسيون. دونك هذيك لي في ا موان في بي يغال او تي اش, مي لوغس لو كورون اللي دايز في هذاك لو فيل نعطيوه زيرو. Autrement dit, راجل هنايا غنقول جو شارش هاد لو كورون. دونك هاد لو كورون اللي هاد لو كورون غنعطيه زيرو, وهاد لا طونسيون ا سو مون لا اللي ما بين هاد لي دو بور لا هي لا طونسيون تاعنا. دونك لا طونسيون تاعنا سي كوا؟ سي لا طونسيون انتر ا اي بي لوغس لو كورون كو جو شارش ايغال ا زيرو. حنا لو كورون جو شارش هنا شنو هو اي دي. دونك جو مي اي دي ايغال ا زيرو. لوغس جو مي اي دي ايغال ا زيرو ما يبقاش هنا الكورون دايز. دونك غادي تولي هاد لا بارتي انيتيل. Après, on a que de la tension. Il donne de la résistance R1 ou R2 à tous les en série. Et à ce moment-là, ETA, ça va être quoi? En utilisant le point diviseur tension, c'est R2 sur R1 plus R2 fois l'alimentation. C'est les deux. Clair oui ou non? Monsieur. بالنسبة واخا l'étudiant اللي سولني بعدها واش clair oui ou non? Oui, Non. oui. Monsieur. انت ما قلتي على شنو؟
Monsieur, Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? monsieur, j'ai pas compris pourquoi R1 et R2 sont parallèles. Ça semble qu'ils sont en série. Bon, voilà. Voilà, si on court-circuit celui-là, c'est un fil. OK? J'ai pas trop compris. Oui? J'ai pas compris. Voilà, lorsqu'on dit RTH, on cherche RTH. Comment il est RTH? RTH, on pourra l'obtenir lorsque c'est la résistance équivalente de tous les éléments passifs qui existent dans le circuit à modéliser. En court-circuitant toutes les sources de tension. C'est-à-dire que les éléments, il ne reste que les éléments passifs. Donc je reviens à mon circuit, celui-là. C'est celui-là que je vais chercher la résistance équivalente. Je dois court-circuiter toutes les sources de tension, toutes les sources qui existent. La seule source qui existe, c'est le E1. Donc je dois la court-circuiter. Donc si je court-circuite celui-là, ça va devenir un fil là. OK? Un fil là. Lorsque je dis là un fil, donc c'est-à-dire que cette borne-là est liée à cette borne-là. Donc vous voyez, et cette borne-là est liée à cette borne-là. Donc les deux bornes, les deux résistances sont liées. Voilà, celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là. Autrement dit, si les deux bornes sont liées, c'est-à-dire qu'ils possèdent la même différence potentielle. OK? Et s'ils possèdent la même différence potentielle, ils sont en parallèle. Oui ou non? Oui ou non? Vous m'entendez, oui ou non? Oui, monsieur. تسمعوا؟ Oui, merci, monsieur, oui. Oui, monsieur. Celle qui a posé la question. Qui a posé la question? Katia, monsieur. Oui, vous avez compris? Vous avez compris ou non? Monsieur, je pense que Katia a quitté la réunion. Oui, il a quitté Ah la bon. réunion. Ouais. Voilà. Donc voilà, nous avons trouvé la droite de charge, l'équation de la droite de charge. La question qui suit, c'est déterminer le point de fonctionnement, les coordonnées du point de fonctionnement. C'est de la même manière, on va tracer l'équation de la droite de charge. À ce moment-là, on donne V égale à 0, ID, ça va être 0,03. 0,03 ampères. Donc, pour l'échelle que nous avons, la caractéristique, il est en milliampères. Donc, ça correspond à 30 milliampères. Il est là. Le deuxième point, on va revenir, c'est le problème. Si je mets ID égale à 0, je vais avoir VD égale à quoi? C'est 0,03 que divise 0,0125. Donc, ce point-là, il est en dehors du cadran. Donc, il est là. Donc, je dois chercher un autre point. Je prends par exemple le 0,8. Je prends le VD au 0,8 et je cherche le courant correspondant. Donc, si je mets là 0,8, je dois la multiplier. Je vais avoir là, c'est 0,01. Donc, et ID de 0,03 moins 0,01, ça va me donner 0,02. Donc, 0,02, ça correspond à 20 milliampères. Voilà le deuxième point. Et à ce moment-là, je trace ma droite. Monsieur, Oui. ce que j'ai compris à propos de les coordonnées du point de fonctionnement Hein? ne sont pas constantes. Ils ne sont pas constants. Ils ne sont Voilà, pas constants. c'est ça ma question avant. Non, ils ne sont pas constants. Oui, oui. Le cours que j'ai dit, en fixant l'alimentation, je fixe le point de fonctionnement. Oui, oui. Lorsque l'alimentation est fixe, le point de fonctionnement est fixe. Lorsque l'alimentation varie, le point de fonctionnement varie. Donc, chaque point de la droite peut être les coordonnées d'un point de fonctionnement. Non. Non. L'intersection avec... Non. Chaque point, chauffe. Chaque point de la caractéristique. Oui, oui. Chaque point de la caractéristique peut être le point de fonctionnement. لأن la droite, vous voyez là, il sera balayé من هذا البوان tel le maximum.
Donc les points اللي يمكن لهم ياخذهم الكورون اللي غادي يوجد في لا طونسيون هما لي بوين تاع لا كاركتيرستيك. Et la droite de charge va balayer. تبالاي من هنا لهنا على حساب l'alimentation. Donc l'alimentation غتبقى elle fait lorsque je fais varier l'alimentation la droite de charge يبقى يطلع حتى يوصل لهنا حتى يوصل لا فالور ماكسيموم. يعني لي بوين اللي غيمكن لهم ياخذ le point de fonctionnement هما les points de la caractéristique. Oui, maintenant c'est clair. Merci beaucoup. Ok, là. Bon, d'autres questions? Donc voilà l'intersection. Donc j'ai la caractéristique, j'ai tracé la droite. Donc le point de fonctionnement, ça correspond à l'intersection. C'est V égale à 0,8 volts et 20 milliampères. Là, c'est du point de vue graphique. Pour la semaine prochaine, Inch'Allah, du point de vue théorique. Calcul, Inch'Allah. OK? Monsieur? Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. D'accord, Oui. monsieur. Monsieur, pour VT, on comprend quelle valeur on veut. لان عندنا شوف عندنا تراسيون دغوات بحال اللي كديروا في الماتنيشن ايكغيك ايغال اكس بلس بي اكس عطيها اللي بغيتي وتلقى ايكغيك. اوكي. Oh, d'accord, monsieur, merci. عفوا. Monsieur, وي. pour les devoirs apprenés, l'exercice 3. لا انا قلت لكم راه نزيدكم دوطخ اكزرسيس وغندير لكم في البلاتفورم ان شاء الله. D'accord, monsieur, merci. حاولوا تيليشارجيو هذاك الكترونيك ورك بنش. الكترونيك ورك بنش. D'accord, monsieur.